Je me suis mariée avec un millionnaire. Le jour de notre mariage, il m'a dit « Mes enfants pensent que tu es une profiteuse. Prouve-leur le contraire. » La preuve était absurde. Il m'a donné une carte de crédit sans limite et m'a dit de ne rien dépenser. Il ne savait pas encore que j'étais déjà riche. Mais pas de la façon qu'il imaginait. Je n'avais jamais cru aux contes de fées. Et pourtant, ce jour-là, j'étais en robe blanche, devant un homme que tout le monde rêvait d'avoir, Daniel Whitmore. 43 ans, magnate de l'immobilier, 2 enfants adultes, une fortune estimée à plus de 100 millions de dollars. Et moi, Emma Collins, 31 ans, venue d'un petit appartement à Austin. Tout le monde murmurait que j'étais là pour son argent. Même pendant la cérémonie, je voyais les regards, les sourires forcés, les chuchotements. J'avais appris à les ignorer. Mais juste après le champagne et les félicitations, Daniel m'a prise à part. Son ton n'avait plus rien de tendre. « Mes enfants pensent que tu es une profiteuse. » J'ai ri, croyant à une plaisanterie, mais ils ne riaient pas. « Je veux que tu leur prouves le contraire. » Je me souviens du goût amer que j'ai eu dans la bouche. Il a sorti de sa veste une carte de crédit noire, gravée à son nom. C'est une carte sans limite. Dépense ce que tu veux. Mais si tu m'aimes vraiment, tu n'en utiliseras pas un centime. Je suis restée figée. Autour de nous, les invités dansaient. Moi, j'étais là, avec cette carte dans la main, et un test ridicule à passer pour prouver que je ne voulais pas son argent. J'ai senti la colère monter, mais je l'ai cachée. J'ai souri, comme si je trouvais ça drôle. Je savais déjà que je ne toucherais pas à cette carte. Pas pour lui. Pour moi. Il pensait que j'étais pauvre. Mais ce qu'il ignorait, c'est que j'étais déjà riche. Pas d'argent, mais d'informations. Avant de le rencontrer, je travaillais dans la cybersécurité. J'avais eu accès à des choses que je n'aurais jamais dû voir. Des transactions, des comptes offshore, des secrets d'entreprise. Et parmi ces fichiers, le nom de Daniel Whitmore revenait souvent. Je n'avais rien cherché. C'est lui qui était venu vers moi, charmant, généreux, curieux. J'avais compris rapidement pourquoi. Il voulait savoir jusqu'où j'irais pour m'attacher à lui. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que moi aussi, je voulais savoir jusqu'où il irait pour me tester. Cette carte, c'était un jeu de pouvoir. Et moi, j'étais prête à jouer. Les premières semaines, j'ai tout fait pour paraître sage. Pas d'achat, pas de marque. Je cuisinais, je faisais le ménage, je m'habillais simplement. Ses enfants, Olivia et Mark, m'observaient sans arrêt. Olivia surtout, avec son air méprisant et son sourire calculé. « Tu sais, papa a eu beaucoup de femmes intéressées avant toi », m'a-t-elle glissé un soir. J'ai répondu calmement « Je ne suis pas avant moi, je suis maintenant ». Elle a ricané. Je savais que pour eux, je n'étais qu'un projet temporaire. Mais Daniel semblait satisfait. Il m'observait, intrigué. Il disait à ses amis « Elle est différente ». Il croyait avoir trouvé une femme simple, loyale, presque naïve, et je le laissais croire. Parce que dans mon tiroir, sous les foulards, il y avait une clé USB, une copie des fichiers que j'avais gardés avant de quitter mon ancien travail. Des documents qui prouvaient que sa fortune n'était pas aussi propre qu'il le prétendait. Et s'il voulait me tester, il allait vite découvrir que moi aussi, j'avais mes propres preuves à lui montrer. Le lendemain du mariage, tout paraissait étrangement silencieux. La maison de Daniel, ou plutôt le manoir Whitmore, ressemblait à un musée. Rien ne bougeait sans autorisation. Même les domestiques chuchotaient, comme si chaque mot pouvait être enregistré. Je me suis réveillée seule. Daniel était déjà parti. Sur la table de chevet, un mot. Réunion à Houston. Reviens ce soir. Ne fais rien d'insensé. J'ai regardé la carte de crédit posée à côté du billet. Brillante, inutile. Il voulait me tester, mais il avait oublié que j'étais meilleure que lui à ce jeu. Je me suis douchée, j'ai mis un jean, un t-shirt simple, et je suis descendue à la cuisine. Olivia était là, déjà impeccable, en robe beige et sourire ironique. « Tu ne devrais pas déjà être dans une boutique, toi ?» m'a-t-elle lancé en versant son café. « Pourquoi ?»« Parce que c'est ce que font les femmes comme toi. » Elle a pris une gorgée, sans me quitter des yeux. J'ai simplement haussé les épaules. « Tu crois vraiment que ton père aurait épousé une femme comme moi sans raison ?» Son sourire s'est effacé, juste un instant. Ce petit moment m'a suffi. Quand elle est partie, j'ai ouvert mon ordinateur. J'avais juré de laisser mon ancien travail derrière moi, mais la curiosité était plus forte. J'ai branché la clé USB. Les fichiers étaient encore là. Des transferts bancaires, des sociétés écrans, des noms dissimulés derrière des structures complexes. Et au milieu de tout ça, un nom récurrent, Whitmore Holdings, une société fantôme basée au Delaware, créée juste avant que Daniel commence à sortir avec moi. Je n'ai pas compris tout de suite. Mais plus je lisais, plus une hypothèse me glaçait le sang. Et si notre mariage n'était pas une histoire d'amour, ni même un test, mais une couverture? Vers midi, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. « Félicitations, Madame Whitmore. Vous êtes officiellement la directrice adjointe de Whitmore Holdings. Signature de votre mari enregistrée hier soir. »
Mon cœur s'est arrêté. Je n'avais rien signé, rien. J'ai relu le message 3 fois, puis j'ai couru jusqu'à son bureau, au rez-de-chaussée. Sur la table, entre 2 dossiers, il y avait une enveloppe avec mon nom. À l'intérieur, une copie d'un document notarié, ma signature en bas. Parfaite, imitée. J'ai compris à ce moment-là. Il ne voulait pas tester mon intégrité. Il voulait mon identité. J'ai senti un mélange de panique et de rage. Je n'étais pas seulement sa femme. J'étais désormais co-responsable, sur le papier, d'une société qui blanchissait de l'argent. Je me suis assise. J'ai respiré lentement. Pas de panique. Pas tout de suite. Je devais comprendre ce qu'il voulait vraiment. S'il m'avait mise dans ses affaires, c'était pour une raison. Et s'il avait fait ça en secret, c'est qu'il avait besoin d'un bouclier. J'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur. J'ai commencé à tout recopier. Transactions, dates, emails, comptes offshore. Je n'étais plus la jeune épouse naïve. J'étais redevenue Emma Collins, analyste, capable de faire tomber n'importe qui avec les bonnes preuves. Le soir, Daniel est rentré. Costume parfait, sourire calme, comme si de rien n'était. Alors, ma femme parfaite a passé une belle journée, j'ai souri. Oui, calme. J'ai rangé un peu ton bureau. Il a figé, une fraction de seconde. Juste assez pour me confirmer que je n'étais pas folle. Il savait que je savais. Mais il a repris son air tranquille. Tu t'adaptes bien à ta nouvelle vie. Je m'adapte vite. Nous avons dîné dans un silence poli. Chaque regard, chaque mot était un piège potentiel. Et au fond de moi, une certitude commençait à grandir. Je n'allais pas seulement lui prouver que je n'étais pas une profiteuse, j'allais lui prouver que je pouvais le ruiner. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Daniel ronflait à côté de moi, paisible, comme un homme qui n'a jamais eu à craindre la justice. Moi, je fixais le plafond, essayant de comprendre pourquoi il avait eu besoin de m'impliquer dans tout ça. Vers 3 heures du matin, j'ai pris mon téléphone et j'ai cherché discrètement des informations sur Whitmore Holdings. Rien d'étrange sur Google. Société inactive, créée 6 mois plus tôt. Aucun site, aucune activité publique. Mais moi, je savais où chercher. Je me suis connectée à un vieux réseau interne d'entreprises que j'avais encore accès par un contact de mon ancien boulot. Ce que j'ai trouvé m'a glacé. Plusieurs virements récents, tous reliés à des contrats gouvernementaux truqués, des montants absurdes, des millions. Et sur les documents comptables, mon nom. Emma Whitmore, signataire officiel. J'ai posé le téléphone, le cœur battant. Daniel venait littéralement de me transformer en bouc émissaire. Le lendemain matin, j'ai décidé de tester ses limites. Au petit déjeuner, il lisait le journal, détendu, comme si de rien n'était. « Daniel, j'ai reçu un message étrange hier. » Il n'a même pas levé les yeux. « Ah oui? Quel genre? » « Quelqu'un me félicitait d'être la directrice adjointe de ta société. C'est une blague? » Il a tourné la page calmement. « Pas du tout. C'est juste une formalité. Tout est légal. Tu n'as pas à t'en faire. Sans mon consentement? Tu es ma femme, Emma. Tout ce qui est à moi est à toi. » Et inversement. Son ton était si doux que ça en devenait menaçant. J'ai senti une boule dans ma gorge. Je n'ai rien ajouté. Après qu'il soit parti, j'ai pris la voiture. Je savais que j'étais surveillée, mais je m'en fichais. Je suis allée à mon ancien bureau, celui où j'avais travaillé avant de rencontrer Daniel. Un ancien collègue, Evan, y travaillait encore. Il me devait une faveur. Quand il m'a vue, il a d'abord cru que j'étais là pour bavarder. Mais dès que j'ai dit le mot Whitmore Holdings, il a pâli. « Emma, où tu as entendu ça? » « C'est compliqué. Je crois que mon mari m'a mise dans un truc louche. » Il a baissé la voix. Ce nom a circulé sur une enquête fédérale. Des transferts suspects, plusieurs entreprises écrans liées à des politiciens. Si ton nom apparaît dedans, tu dois sortir de là. J'ai senti mes mains trembler. Il a continué. Tu veux que je voie ce qu'ils ont exactement sur toi? J'ai hoché la tête. Fais vite, s'il te plaît. Je suis rentrée avant Daniel. Il n'a rien remarqué, mais dans la soirée, un détail m'a trahi, ma voiture. Le compteur GPS indiquait un trajet que je n'avais pas effacé. Daniel m'a regardé avec ce sourire calme et dangereux. « Tu es allé quelque part aujourd'hui? » « Juste faire un tour. J'avais besoin d'air. »« Tu sais, j'aime quand tu es honnête avec moi. » Son regard s'est planté dans le mien. Je n'ai pas répondu. La nuit suivante, Evan m'a envoyé un message crypté. « Emma, ils ont falsifié ta signature sur au moins 6 transferts. Si les autorités découvrent ça, c'est toi qu'ils viendront chercher, pas lui. » Je suis restée assise sur le lit, le téléphone à la main. 6 transferts. Des millions de dollars, et tous à mon nom. J'ai compris que je ne pouvais plus me contenter de jouer le rôle de la femme parfaite. Je devais trouver un moyen de renverser la situation sans qu'ils ne s'en rendent compte. Alors j'ai commencé à enregistrer tout. Chaque conversation, chaque document que je pouvais copier discrètement. Je n'étais plus sa femme. J'étais son piège. Je commençais à me réveiller à l'idée que chaque geste pouvait devenir une preuve contre moi. La maison était somptueuse.
mais elle sentait la peur. Les murs semblaient retenir des conversations, les tableaux surveillaient mes pauses. Je devais apprendre à vivre là sans m'effondrer, à préparer une contre-attaque sans attirer l'attention. La première règle que je me suis imposée, ne jamais agir seule dans la lumière. Tout devait être fait comme si je ne faisais rien du tout. Je continuais à jouer la jeune épouse discrète. Je rangeais, j'arrangeais la vaisselle, je souriais lorsque Daniel parlait affaires au téléphone. Dans la journée, je restais muette et serviable. La nuit, je travaillais. Evan m'aida à établir une carte mentale de ce que je savais et de ce qu'il fallait prouver. Il connaissait assez bien les procédures bancaires et les méthodes de falsification. Ensemble, nous avons listé les points faibles, les transferts falsifiés, la société écran récemment créée, les signatures copiées. Tout ce dont j'avais besoin, c'était d'un lien irréfutable entre les transactions et l'ordinateur de Daniel, quelque chose qu'il ne pourrait pas contester. Je ne pouvais pas simplement pirater son système. Il était protégé par une armée d'experts. Mais il y avait des choses plus simples. Les assistants, les serveurs externes, une correspondance accidentelle, une facture oubliée, la faiblesse humaine. J'ai commencé par les petits éléments. D'abord, j'ai photographié discrètement le dossier où était ma signature falsifiée. Daniel gardait des copies papier dans un casier au bureau. J'ai feint un mal de tête. J'ai demandé à ranger un document qu'il m'avait demandé la veille. Il hésita, puis me laissa. Les papiers étaient lourds. L'odeur du papier neuf me fit serrer la mâchoire. J'ai pris mon téléphone, j'ai fait des photos en silence, comme si je cherchais un mot. Ensuite, j'ai replacé chaque feuille exactement comme elle était, sans laisser de traces. Ensuite, j'ai commencé à enregistrer. Pas avec des appareils sophistiqués, trop visibles. J'ai appris à utiliser ma montre, mon téléphone et des enregistreurs minces que j'avais conservés de mes années en cybersécurité. J'ai commencé à capter des fragments de conversation, un montant prononcé trop vite, un nom de société mentionné sans précaution, un « assure-toi que son nom figure sur le document » murmuré en passant. J'ai étiqueté chaque enregistrement, je les ai chiffrés et envoyés à Evan en pièces fragmentées. Il a tout analysé, reconstitué, supprimé le bruit. Mais la vraie manœuvre fut plus lente. Daniel gardait une confiance presque enfantine en moi. Il aimait se vanter que j'étais incroyablement modeste, presque fière de ma simplicité. J'ai usé de cette image. Je suis devenue encore plus effacée, plus douce. À ses yeux, j'étais la preuve vivante qu'il avait gagné la bataille contre la cupidité. Il me donnait des libertés minuscules. Accéder à certains comptes internes, signer des chèques sans regarder. Chaque pouvoir qu'il me confiait était un piège qu'il pensait m'éviter. Je tirais profit de ses permissions. J'ai créé un compte miroir, un enregistrement parallèle, où j'ai commencé à rediriger des petits montants, des sommes ridicules, des centimes, vers une clé cryptée que j'avais ouverte sous un pseudonyme. Ce n'était pas pour voler, c'était pour prouver. Je voulais montrer que les virements pouvaient être manipulés, que la traçabilité n'était qu'un mot. Les centimes ne plaisaient à personne, mais ils constituaient une piste. Si jamais on devait prouver une intention malhonnête, je pourrais présenter cette piste comme un exemple concret de la méthode. Je savais aussi que je devais gagner l'appui discret d'une personne influente. Dans ces cercles, les noms comptaient. J'ai commencé à me rapprocher d'Olivia de façon presque anodine. Pas par amour, mais par observation. Elle gardait un carnet où elle notait les rendez-vous et les noms des fournisseurs. Un soir, alors qu'elle pensait que j'étais au piano, j'ai feint l'intérêt pour la décoration et j'ai feuilleté le carnet. Elle n'a rien remarqué. J'y ai trouvé un fournisseur de services de conformité qui n'existait pas. J'ai photocopié la page. Olivia me regarda ensuite comme si nous avions partagé un secret. J'ai souri sans me retourner. Il fallait aussi sécuriser une sortie. Si les choses tournaient mal, je devais pouvoir partir avec mes preuves. J'ai loué, sous un nom d'emprunt, une petite chambre dans un hôtel discret à Houston. J'y ai entreposé une copie de mes dossiers, un disque dur chiffré et des documents que je ne mettais pas sur le cloud. Chaque fois que je laissais la maison pour aller au marché ou visiter une galerie, je regardais ma montre pour m'assurer que je n'étais pas suivie. Si c'était le cas, j'ai prévu des détours. Une nuit, j'ai surpris Daniel parlant longuement au téléphone dans son bureau. J'ai entendu un nom que je ne connaissais pas. Rothwell. Le ton était sec. J'ai enregistré la conversation. Dans la minute qui suivit, j'ai glissé la clé USB contenant l'enregistrement dans un bouquet de fleurs factices que Daniel gardait dans son bureau. C'était un geste impulsif, mais calculé. Un objet banal qui ne susciterait aucune suspicion. Les semaines suivantes, j'ai commencé à tester la solidité de ma stratégie. J'ai confronté Daniel, doucement, sans l'accuser. Je lui ai demandé comment il gérait ses affaires, pourquoi certaines sociétés existaient. Il a souri, a parlé de stratégie fiscale, de partenaires obscurs dont il n'avait plus besoin. Il a essayé de me rassurer, mais je voyais la faille. Il n'était pas prêt à tout révéler. Il voulait continuer à me faire jouer son rôle de complice inconsciente. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision plus risquée. Laisser une trace qui mènerait à un journaliste. Pas pour le piéger au sens médiatique, mais pour forcer un verrou. J'ai trouvé le nom d'une journaliste d'investigation locale, une femme qui avait couvert des affaires de corruption. J'ai laissé sur son bureau,
Anonymement, une photocopie d'un échange bancaire mineur, 1 centime ici, un nom de société écran là. Rien de compromettant à première vue, mais suffisant pour susciter la curiosité. Si la journaliste creusait, elle remonterait la piste vers des acteurs plus gros, et la presse rendait les hommes puissants nerveux. Je savais que si Daniel découvrait que je faisais fuiter, il pourrait tout écraser, mais je comptais sur sa confiance en ma simplicité. Il ne m'imaginait pas capable de manigance. Cette arrogance était ma protection. À la maison, les tensions montaient. Olivia me regardait maintenant avec une curiosité nouvelle, moins méprisante et plus inquiète. Marc m'évitait. Il sentait que quelque chose bougeait sans savoir quoi. Daniel, lui, restait lisse. Un soir, en m'embrassant la joue comme on rassure un ami, il a murmuré « Merci d'être toi ». J'ai senti mes doigts se crisper. J'ai répondu que c'était un plaisir. À l'intérieur, je me préparais à tout. Je n'avais pas fini de rassembler les preuves. Ce n'était que le début. Mais déjà, je sentais que le jeu avait changé. Il pensait me piéger avec une carte de crédit, une formalité innocente. Moi, j'avais commencé à reconstruire la vérité, centime par centime, en laissant des indices, en recréant des chemins qui mèneraient inévitablement à la vérité. Je n'étais plus la naïve d'hier. J'étais la femme qui avait appris à transformer la peur en stratégie. Je n'avais jamais aimé être le centre de l'attention, mais j'avais appris à l'utiliser comme un bouclier. La photocopie laissée sur le bureau de la journaliste a fait son travail plus vite que je ne l'avais imaginé. 2 jours après, j'ai commencé à sentir une agitation dans la maison. Des appels plus fréquents, des invités d'affaires qui restaient un peu plus longtemps, des regards qui se durcissaient quand je entrais dans une pièce. La journaliste s'appelait Claire Bennett. Elle avait la réputation d'être intraitable, pas sentimentale. J'ai attendu qu'elle me contacte. Je ne lui ai pas donné mon numéro. Je ne voulais pas qu'on trace la conversation jusqu'à moi. Au lieu de cela, j'ai utilisé une adresse e-mail anonyme, un VPN et une cabine téléphonique publique. Des gestes qui semblaient exagérés mais qui me rassuraient. Quand elle a répondu, j'ai senti mon estomac se contracter. Elle voulait me voir, en public, un café près du terminal du centre-ville. Je suis arrivée la première, le cœur battant. J'ai passé 10 minutes à regarder les passants, à me demander si Daniel avait des yeux partout. Puis elle est arrivée, cheveux courts, manteau gris, regard vif. Elle m'a reconnue aussitôt, mais son expression est restée professionnelle. Nous avons parlé peu de choses d'abord, comme 2 étrangères. Puis elle a posé la question qui pesait. « Pourquoi moi ?» Je lui ai répondu calmement, sans l'implorer ni la menacer. « Parce que vous êtes la seule qui pourrait rendre visible ce qui est invisible. » Je lui ai remis une copie des petits centimes, des noms de société, et, en main propre, une clé USB. Je ne lui ai pas dit d'où cela provenait. Elle a branché la clé dans son appareil et a commencé à scruter les fichiers. Son visage est resté impassible, mais ses doigts tremblèrent légèrement. « C'est fragile », a-t-elle dit. « Mais c'est une entrée. C'est tout ce que je demande. » Ai-je répondu. « Creusez. » Elle a accepté, à contre-cœur. Avant de partir, elle m'a regardé droit dans les yeux. « Si je découvre que vous êtes impliqué, ou pire, que vous mentez, je ne publierai rien. Je ne mentirai pas, » ai-je assuré. Sur le chemin du retour, j'ai senti une étrange liberté. Ce n'était pas la sécurité. C'était une déviation dans le plan de Daniel. Si la presse commençait à poser des questions, il devrait utiliser ses ressources pour éteindre un feu public, et non pour m'accuser en privé. C'était dangereux, mais nécessaire. À la maison, les choses ont changé. Olivia avait de moins en moins de sarcasme. Son regard, auparavant méprisant, était devenu analytique. Elle venait me parler de façon détachée, comme si elle testait ma résistance. Un soir, elle m'a demandé, presque sans émotion, « Tu as des comptes secrets ?» Je ne lui ai pas donné de réponse claire. J'ai dit simplement « Je gère mes choses à ma façon ». Marc, lui, s'éloignait. J'ai appris plus tard qu'il avait commencé à fréquenter un groupe d'investisseurs qui tournait autour des opérations de son père. Il était inquiété, non par moi, mais par ce qu'il percevait comme des fissures dans le système familial. Parfois, la peur transforme les gens en alliés silencieux ou en traîtres actifs. Avec Marc, j'ai senti une hésitation. Il n'était ni l'un ni l'autre encore. Daniel, quant à lui, a commencé à être plus prudent. Il retenait des informations, changeait de numéro parfois, et diminuait ses apparitions dans les soirées d'affaires. Il parlait moins de finances devant ses enfants, et quand il le faisait, il plaçait des phrases qui me faisaient comprendre qu'il savait que quelque chose bougeait. Une fois, en me serrant la main après le dîner, il a murmuré « Ne fais rien qui puisse attirer le feu sur nous ». J'ai répondu par un sourire neutre. Mais à l'intérieur, j'étais en train de calculer chaque mouvement. Claire m'a tenue informée par message court, toujours prudente. Elle creusait, contactait des sources, vérifiait des noms. Plus elle avançait, plus elle devenait nerveuse. Un soir, elle m'a envoyé un message crypté. « Il y a des connexions au bureau de procuration d'un cabinet à Miami. Je vais y aller, mais je dois être prudente. Si tu as quelque chose d'autre, envoie-le. » J'ai su à cet instant que j'étais devenue un point de risque. Si elle se faisait attraper, si elle venait à être liée à moi, tout mon plan s'effondrerait.
J'ai donc renforcé mes précautions. Nouveau pseudonyme, compte en banque anonyme pour les petites dépenses journalistiques et des caches physiques supplémentaires pour mes preuves. Puis, un soir, la maison a basculé. Daniel m'a demandé de venir dans son bureau. Il était calme, trop calme. Sur son bureau, un dossier ouvert comme une offrande. Dedans, une photographie. Moi, entrant dans un café près du terminal, la semaine précédente. Le photographe avait capturé mon visage. Mes mains se sont glacées. « Tu te balades avec des dossiers maintenant ?» a-t-il dit. « Je prends l'air », ai-je répondu. Il a relevé la tête, me fixant comme un juge. « Claire Bennett est une femme dangereuse pour toi. Pourquoi ? » « Parce qu'elle fouille, et si elle trouve quelque chose, elle l'utilisera. » Il souriait sans chaleur. « Je peux protéger ta réputation. » Je sentais la colère me monter. Il essayait de me faire peur, mais il me proposait aussi une issue. Protection en échange de silence. C'était exactement le type de transaction que j'avais prévu de dénoncer. Sa proposition m'a confirmé que j'étais sur la bonne voie. Je suis sortie du bureau sans mots. Dans la nuit, j'ai préparé une nouvelle copie de mes fichiers. Une version solidifiée, vérifiée et segmentée. Puis je l'ai envoyée anonymement à Claire avec une note. Creuse ici. Je n'avais jamais été aussi déterminée. Si Daniel voulait jouer au protecteur, il venait de montrer qu'il avait peur de ce que je pouvais dévoiler. 2 jours plus tard, Claire m'a appelé pour me dire qu'elle avait trouvé un lien direct entre une des sociétés écrans et un compte à l'étranger géré par un avocat lié à Daniel. Elle ne savait pas encore si elle publierait, mais elle était convaincue qu'elle avait assez pour forcer une réaction. Sa voix, plus ferme, m'a donné un peu d'espoir. « Ne change rien », m'a-t-elle conseillé. « Reste toi-même. Les erreurs qu'ils font, ce sont les meilleures preuves. Restez moi-même. » Le rappel était simple, mais lourd de sens. Daniel croyait me connaître. Olivia et Marc ne voyaient aucun rôle. Claire ne voyait qu'une piste. Moi, je savais que tout pouvait basculer en un instant, mais je ne pouvais pas reculer. J'avais déjà donné trop pour accepter d'être la victime. Le plan avait une faille. Il dépendait de Claire et de la patience des lecteurs. La peur me rongeait les nuits. Mais à chaque fois que je pensais abandonner, je repensais à la carte de crédit qu'il m'avait offerte le jour du mariage. Ce geste humiliant qui avait déclenché tout. Il avait voulu me prouver, et il n'avait fait que déclencher ma réponse. Je n'étais plus simplement en train de me défendre. J'étais en train de déployer une stratégie pour révéler qui il était, pièce après pièce. La vérité pouvait être lente, mais elle était plus dangereuse pour lui que pour moi. Il n'avait pas anticipé que je savais lire les flux, trouver les anomalies et pousser une journaliste à gratter à la surface. Et quelque part entre l'angoisse et l'espoir, je me sentais vivante. La mauvaise nouvelle est arrivée un lundi matin, quand la sonnerie de la porte a retenti comme un glas. J'étais encore en pyjama, les cheveux en bataille, et j'ai eu ce réflexe idiot d'espérer que ce soit juste une livraison. Ça ne l'était pas. 2 hommes en costume sombre, l'air officiel, carte d'identité, questions rapides et précises. Ils ont mentionné le nom du bureau d'investigation fédérale. Mon estomac s'est serré. Madame Whitmore, Emma Whitmore, ai-je corrigé, la voix trop calme. Ils ont demandé des documents, des justificatifs de transaction, des explications sur des virements vers des comptes que je ne connaissais pas. J'ai souri sans enthousiasme. J'avais prévu ce moment depuis des semaines dans mes pires scénarios, mais l'avoir devant moi était plus froid que prévu. J'ai donné ce que je pouvais. Factures, relevés, des copies de courriel où mon nom apparaissait. Je savais qu'ils chercheraient un bouc émissaire. Je savais aussi que si je paniquais, je perdrais tout contrôle. Quand ils sont partis, Daniel était déjà dans le salon, comme s'il attendait la tempête sur la terrasse. Il a pris mon visage entre ses mains d'un geste presque paternel et a soufflé. « Tu vois ? C'est pour ça que je t'avais prévenu. Tu dois me laisser gérer. » Sa voix était douce, trop douce. J'ai senti une envie de hurler, mais j'ai serré les dents. J'ai compris que je devais jouer la carte de la coopération pour garder sa garde baissée. J'ai hoché la tête. D'accord. J'ai accepté de rencontrer leur avocat, de signer des documents temporaires, d'ouvrir des comptes à son nom pour faciliter l'audit interne. Chaque geste public que je faisais, je le faisais en secret pour créer des traces qui me protégeraient plus tard. Claire a publié un premier article 3 jours plus tard. Ce n'était pas l'attaque massive que j'avais imaginée. C'était un papier dosé, factuel, qui posait des questions sans accuser ouvertement. Whitmore Holdings apparaissait comme une société récemment active, des liens bancaires vagues, des transferts suspectés. Le ton était calculé, assez pour faire du bruit, pas assez pour une condamnation immédiate. J'ai lu l'article dans la cuisine, la main crispée sur une tasse qui devenait trop chaude. L'adrénaline m'a envahi comme un coup de froid. La réaction de Daniel a été intéressante. Il a annulé toutes ses interviews, a multiplié les réunions fermées et a commencé à parler en termes de dommages collatéraux. Autrement dit, si la presse creusait, il écraserait le journaliste sous une montagne de recours. Il a demandé à son équipe juridique de préparer des lettres menaçantes,
J'ai vu la peur dans ses gestes calculés. Ce n'était pas la peur d'être prouvé coupable, c'était la peur d'être exposé devant le public. C'était différent, mais c'était utile. Entre-temps, Marc a commencé à venir me voir plus souvent. Ce n'était jamais long. Pas assez pour qu'on dise qu'on se rapprochait, mais suffisamment pour que je sente qu'il cherchait une oreille neutre. Une nuit, il s'est assis sur le bord de mon lit, le visage fermé. « Tu sais des choses, non » a-t-il demandé. Je l'ai regardé, sans trahir mes cartes. Je sais ce que je vois. Il a soupiré, comme si dire « oui » aurait cédé trop de pouvoir à quelqu'un. Sa loyauté vacillait entre son père et ce qui semblait de plus en plus une vérité. J'ai essayé d'être douce, mais ferme. Si je perdais Marc, la maison serait plus dangereuse encore. Olivia, elle, a changé de tactique. Son mépris avait laissé place à un calcul autre. Elle m'observait comme on inspecte un instrument utile. Elle a commencé à me poser des questions pratiques, sur des fournisseurs, sur des contrats, sans passion, uniquement pour collecter de l'information. Une fois, elle m'a demandé, comme si c'était banal, « Qui signe d'habitude pour Whitmore Holdings ?»« Toi-même et ton père, à l'occasion » ai-je répondu, volontairement vague. Son silence après ma réponse m'a appris plus que 1000 mots. Elle cherchait une faille. Elle la cherchait pour la vendre ou pour la fermer. Je n'en savais rien encore. La stratégie de Daniel s'est intensifiée. Menaces légales, tentative de discrédit envers Claire, contrôle renforcé dans la maison. Il a engagé une société de sécurité privée et des spécialistes en réputation. Ils ont commencé à fouiller mon passé publiquement, une vieille habitude des riches qui paniquent. Ils ont trouvé des traces de mon ancien emploi, des mentions de mon expertise en cybersécurité, et en ont fait une preuve que je pouvais manipuler des documents. La caricature qu'ils voulaient reconstruire était simple. Emma la manipulatrice. J'ai joué ce rôle à la perfection au début, puis j'ai retourné le récit en ma faveur. Si tout mon passé me rendait suspecte, alors je pourrais l'utiliser pour démontrer que quelqu'un d'autre, familier des systèmes, avait monté la machination. J'ai orienté Claire subtilement, laissé fuiter des coïncidences organisées qui semblaient pointer vers des consultants externes employés par Whitmore, des noms anonymes, des sociétés écrans qui n'existaient que sur le papier. J'ai signifié à Claire que la piste la plus évidente n'était pas forcément la bonne. Et alors que tout cela se déroulait, une autre vérité a émergé. Je n'étais pas la seule à avoir des secrets. Olivia commençait à craindre pour sa position. Marc était prêt à trahir si on lui promettait une protection. Daniel se durcissait davantage, préméditant des coups. La maison, que j'avais d'abord sentie comme un tombeau, devenait un terrain de guerre où chacun choisissait sa stratégie. Un soir, alors que j'entendais des pas précipités dans le couloir, je me suis surprise à sourire, pas parce que j'aimais le conflit, je le détestais, mais parce que la situation se clarifiait, les masques tombaient, les loyautés se révélaient, et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'être en contrôle. Je savais que le vrai tournant viendrait lorsqu'un membre de la famille ferait le choix public de me croire ou de me dénoncer. Jusqu'à présent, Daniel gardait les décisions pour lui, mais la nervosité montait et la marge d'erreur rétrécissait. Quand un homme puissant est acculé, il frappe souvent le plus fort, parfois contre ses propres enfants. J'étais prête à voir qui serait assez égoïste pour se protéger à mon détriment. La nuit suivante, je suis restée éveillée, planifiant mes prochains pas. J'ai relu mes enregistrements, j'ai vérifié mes caches, j'ai renforcé mes pistes anonymes. Claire avait promis d'appeler si elle trouvait quelque chose d'inattendu. J'ai prié pour qu'elle creuse rapidement, non parce que j'aimais le spectacle, mais parce que la vérité diffusée était la seule garantie qui me restait contre la condamnation qu'on me préparait. Et puis, à 2 heures du matin, le téléphone a vibré. Le cœur m'a sauté. C'était Claire. Sa voix, cette fois, tremblait juste assez pour que j'entende la gravité. Il y a quelque chose. On doit se voir. Mon estomac s'est remis à danser. J'ai su, à cet instant précis, que rien ne serait plus pareil. Je l'ai retrouvée au même café que la première fois. Même table, même odeur de café brûlé, mais tout était différent. Claire n'avait plus ce calme méthodique. Ses yeux bougeaient trop vite, comme si elle craignait qu'on nous observe. Elle avait posé devant elle une enveloppe épaisse, scellée. Ce que j'ai trouvé, Emma, c'est gros, trop gros. Elle n'a pas attendu que je parle. Elle a ouvert l'enveloppe, sorti des copies de documents officiels, des contrats gouvernementaux signés par Whitmore Holdings, des virements vers des comptes en Suisse, des noms de sénateurs et d'hommes d'affaires. Et au bas d'un des documents, la signature de Daniel. Pas imitée, pas floue. La vraie. Il n'a pas seulement utilisé ton nom, il a monté un réseau de blanchiment lié à des financements politiques. Et devine quoi? Quoi? C'est toi la responsable administrative sur le papier. J'ai senti le sang me quitter le visage. Tu peux le prouver? Elle a hoché la tête. Assez pour déclencher une enquête fédérale. Mais si je publie maintenant, il saura que ça vient de toi. Je me suis adossée à la chaise. Un choix impossible. Si elle publiait, j'étais exposée. Si elle se taisait, il continuerait à me piéger. Laisse-moi 48 heures, ai-je soufflé. Je peux te donner quelque chose de mieux.
Une preuve qu'il a tout orchestré, pas juste une déduction. Elle a hésité, puis a accepté. 48 heures. Pas plus. Quand je suis rentrée, Daniel était dans le salon, un verre de vin à la main. Tu étais où? Chez Olivia. On parlait de la presse. Tu mens mal, a-t-il dit tranquillement. Il n'a rien ajouté. Il m'a simplement observé, comme s'il attendait que je commette l'erreur suivante. Ce regard-là, je ne l'oublierai jamais. Pas de colère. Juste une attente silencieuse. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai cherché le point d'entrée dans son système, celui qui relierait directement les transactions à son compte. Je connaissais sa méthode. Il ne faisait jamais rien sans intermédiaire. Mais il y avait forcément un moment où il devait signer numériquement, même s'il utilisait une machine tierce. Vers 3 heures du matin, j'ai trouvé un fichier caché dans le cloud interne de Whitmore Holdings. Un fichier minuscule, mais daté d'un jour précis, le lendemain de notre mariage. Nom du document, emcontractsigned.docs. J'ai ouvert le fichier. C'était la version numérique du contrat qu'il avait falsifié avec ma signature. Sauf qu'en regardant les métadonnées, une ligne m'a glacé. Auteur, D. Whitmore. C'était ma preuve. Il avait créé le faux document sur son propre ordinateur avant de le transférer à l'avocat. J'ai tout copié sur une clé USB, puis j'ai supprimé les traces de ma connexion. Le lendemain matin, j'ai envoyé un message codé à Claire. Preuve trouvée. Rendez-vous ce soir. Même endroit. Mais cette fois, j'ai senti que quelqu'un fouillait dans ma vie avant moi. Olivia m'a intercepté avant que je parte. « Tu crois que je ne sais pas ce que tu fais ?» a-t-elle murmuré, la voix basse, les yeux durs. « De quoi tu parles ?»« Tu penses que papa est le seul à mentir ? Tu n'as aucune idée de ce qu'il protège. » Je n'ai pas répondu. Elle tremblait, mais pas de peur. De rage. « Tu crois qu'il t'a mariée par amour ? Tu n'étais qu'un nom propre. Il avait besoin d'un casier vierge. Et moi, j'ai fermé les yeux pour ne pas perdre l'entreprise. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Elle savait, elle avait participé. J'ai compris à cet instant que si je tombais, elle tomberait aussi, et que je pouvais m'en servir. Alors aide-moi à le faire tomber avant qu'il nous emporte tous, ai-je dit. Elle a éclaté de rire nerveusement, mais son regard trahissait un mélange de panique et d'espoir. Tu veux qu'on se trahisse entre nous? Non, tu veux juste survivre. Moi aussi, elle n'a rien répondu, mais le soir même, elle m'a donné accès à un coffre dans le bureau de Daniel. Il garde un double de tout. S'il te voit là-dedans, dis que tu voulais lui préparer un dossier pour le prochain audit. Je me suis introduite discrètement pendant qu'il était en réunion. Dans le coffre, plusieurs disques durs externes, des relevés bancaires, des lettres. Parmi eux, un dossier marqué Holdings, confidentiel, Rothwell. Je n'ai pas eu le temps de tout regarder. J'ai juste pris des photos rapides. Mais le dernier document, c'était une lettre signée d'un certain Richard Rothwell, adressée à Daniel. Les virements sont sous le nom de ton épouse. Si elle parle, elle prend tout, pas nous. Je me suis figée. Tout était clair. Daniel m'avait épousée non pas pour l'amour, ni même pour l'apparence, mais pour la protection légale. En me mariant, il pouvait transférer les fonds sous mon nom sans éveiller de soupçons fiscaux. J'étais son bouclier humain. Je suis sortie du bureau à temps. Daniel est rentré 5 minutes plus tard. Il m'a embrassée sur le front. « Tu trembles? Tout va bien ?» Oui, ai-je menti, un peu fatiguée. Mais cette fois, j'avais tout ce qu'il fallait. La clé USB, les photos et l'allié inattendu, Olivia. À minuit, j'ai envoyé les fichiers à Claire. Elle m'a répondu simplement « C'est fini, dors si tu peux ». Je n'ai pas dormi, parce que je savais que quand l'article paraîtrait, Daniel ne fuirait pas. Il allait contre-attaquer. Je n'ai pas eu le temps d'avoir peur. L'article est sorti à 6 heures du matin. Titre: Whitmore Holdings, une façade conjugale pour un empire de blanchiment. La photo de Daniel trônait en une du site d'actualité, la mienne aussi. Le texte décrivait chaque transfert, chaque société écran, chaque compte offshore. Et surtout, il expliquait comment l'épouse de Daniel Whitmore avait été utilisée comme couverture légale sans en avoir conscience. Claire avait tenu parole. Elle avait publié avec précision, sans trahison, sans me livrer. Mais mon visage était désormais partout. Quand j'ai entendu le premier appel téléphonique, Daniel était encore à l'étage. En 1 minute, la maison s'est transformée en champ de bataille. Les téléphones sonnaient, les portables vibraient, la ligne fixe hurlait, les domestiques murmuraient dans les couloirs. Je me suis levée lentement, comme une spectatrice. Daniel est descendu en chemise, pâle, les traits tendus. Il n'a pas crié. Il a simplement dit « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je n'ai pas répondu. Il a avancé vers moi, posé les mains sur la table, le regard planté dans le mien. « Tu crois que tu as gagné ?» Je n'ai rien fait d'autre que dire la vérité. « La vérité ?» Il a éclaté d'un rire sec. « Tu ne comprends pas dans quoi tu t'es mise. » J'ai senti mon cœur battre plus fort, mais ma voix est restée ferme.
Je crois que si. Et c'est exactement pour ça que j'ai agi. Il a voulu répondre, mais un nouveau bruit l'a interrompu. Le portail principal s'ouvrait. 2 voitures noires, vitres teintées, logo du département fédéral. Daniel m'a regardé une dernière fois, longuement. Tu m'as détruit. Non, ai-je dit calmement. Tu t'es détruit toi-même. J'ai juste arrêté de me taire. Quand les agents sont entrés, il n'a opposé aucune résistance. Il savait que c'était inutile. Olivia observait la scène depuis l'escalier, blême, les bras croisés. Marc était derrière elle, la tête baissée. Daniel a été conduit dehors. Les flashs des journalistes jaillissaient déjà à travers les grilles. Il n'a pas tourné la tête vers moi une seule fois. À l'intérieur, le silence a pesé lourd. Olivia a fini par murmurer « Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher. » Si, Olivia. Le début de la fin. Elle a voulu répliquer, mais n'a rien trouvé à dire. Elle est montée, les yeux brillants, sans se retourner. Quelques heures plus tard, Claire m'a appelé. Les preuves sont suffisantes pour une enquête complète. Il sera inculpé. Mais tu dois quitter la maison. Il y a des gens qui ne voudront pas que tu survives à ça. Je n'ai pas hésité. J'ai pris un sac, ma clé USB originale, et j'ai quitté la propriété par la porte de service. Personne ne m'a arrêté. J'ai conduit pendant des heures, sans savoir où j'allais. Je me suis arrêtée dans un motel près de San Antonio. Petit, anonyme, bruyant, parfait. Je pensais que le plus dur était fini, mais à minuit, quelqu'un a frappé à ma porte. 3 coups. Lent. Mes mains ont tremblé. J'ai regardé par le Judas. Olivia. Elle paraissait épuisée, les traits tirés, les yeux cernés. Je l'ai laissée entrer. Tu ne devrais pas être là, ai-je dit. Je sais. Mais il y a quelque chose que tu ignores. Elle a sorti une clé USB de sa poche. Papa n'a jamais travaillé seul. Tu crois qu'il t'a utilisé pour protéger son argent? En réalité, il te protégeait de quelqu'un d'autre. Je l'ai fixé, confuse. De qui? De Rothwell. Cet homme, ce n'est pas un associé. C'est le vrai propriétaire du réseau. Papa n'était qu'un intermédiaire. Et maintenant qu'il est tombé, Rothwell cherchera un nouveau nom pour reprendre le contrôle. Le tien. Un frisson m'a traversé. Tu veux dire qu'ils vont essayer de me faire disparaître? Non. Pire. Ils vont essayer de te réhabiliter publiquement, te blanchir, te glorifier, puis te faire signer leur nouveau contrat. Et quand tout sera en place, tu deviendras leur façade officielle. Je l'ai regardée sans savoir si je devais la croire. Elle a posé la clé USB sur la table. Tout ce qu'il te faut pour comprendre est là. Compte, enregistrement, conversation. Papa avait commencé à rassembler ses preuves avant toi. Il voulait sortir du réseau, mais il ne savait pas comment. Je me suis assise, incapable de bouger. Olivia a ajouté doucement « Tu crois que tu l'as détruit. En réalité, tu as peut-être fait ce qu'il essayait de faire sans y parvenir. » Elle est repartie sans un mot de plus. Je suis restée seule, la clé dans la main, les pensées en désordre. Si elle disait vrai, l'histoire n'était pas finie. Daniel n'était pas le monstre principal. Il n'était que le masque d'un autre. Et moi, sans le vouloir, j'avais peut-être déclenché une guerre que personne ne contrôlait vraiment. Je me suis allongée sur le lit, incapable de fermer l'œil. Dans la pénombre, j'ai fixé la clé USB posée sur la table de chevet. Elle brillait faiblement sous la lumière du néon. Je savais qu'en l'ouvrant, je franchirais un point de non-retour. Mais après tout ce que j'avais traversé, je ne pouvais plus m'arrêter. Je n'ai pas dormi. J'ai attendu que le soleil se lève, assise au bord du lit, la clé USB dans la main. Chaque minute rallongeait la tension. Quand j'ai enfin allumé l'ordinateur, mes doigts tremblaient. Le bureau de l'hôtel était bancal, la lumière du néon clignotait. J'ai inséré la clé. Elle contenait un seul dossier, Rothwell, archives privées. À l'intérieur, plusieurs sous-dossiers datés de plus de 10 ans, des relevés, des correspondances cryptées, des listes de noms. Ce n'était pas juste un réseau d'argent sale. C'était un système qui achetait des décisions politiques, des juges, des journalistes. Et dans plusieurs mails, Daniel apparaissait, pas comme un dirigeant, mais comme un pion. Le plus terrifiant, c'était un message audio, une voix masculine, grave, avec un accent du Nord. Si jamais il parle, utilisez la femme, elle sera notre garantie. Mon cœur s'est serré. J'étais bien la garantie. Pas l'erreur, pas le dommage collatéral, la pièce centrale du plan. Je suis restée figée devant l'écran. Olivia disait vrai. Daniel avait peut-être tenté de me protéger en me gardant sous contrôle. Il avait cru que s'il m'épousait, Rothwell ne me toucherait pas. Mais en m'enfermant dans son jeu, il m'avait exposé encore plus. J'ai recopié tout le contenu de la clé sur mon disque dur externe. Puis j'ai envoyé un message à Claire. Nouvelle piste. Très dangereux. Besoin de te voir. Seule. Pas de réponse. J'ai attendu 1 heure, puis 2. Vers midi, un message crypté est arrivé, mais ce n'était pas elle. Claire Bennett est hospitalisée. Accident de voiture. Mon estomac s'est noué. Je n'ai pas cru à un accident. J'ai quitté le motel aussitôt.
J'ai pris la route vers Houston, vérifiant sans arrêt dans le rétroviseur. La paranoïa s'installait, mais elle me tenait en vie. Quand je suis arrivée à l'hôpital, j'ai dû insister pour qu'on me laisse entrer. Claire était dans un état stable, mais inconsciente. Son téléphone avait été confisqué par la police. Une infirmière m'a dit qu'elle avait été percutée par une voiture sans plaque, à un carrefour tranquille, en plein jour. Je suis sortie tremblante. Rothwell savait déjà que j'avais la clé. Dans la voiture, j'ai ouvert mon sac. Entre mes papiers, un petit mot que je n'avais jamais vu. Don't trust anyone. Oh, Olivia. Elle aussi devait sentir que la situation lui échappait. Je l'ai appelée. Pas de réponse. J'ai réessayé 3 fois. Silence. J'ai pris une décision immédiate. Partir. Pas fuir, mais me mettre hors de portée. J'ai loué un véhicule au comptant, sans GPS. Direction, El Paso. J'avais besoin de traverser la frontière, au moins temporairement. Mais à mi-chemin, mon téléphone a vibré. Un message inconnu. Si tu pars, elle meurt. J'ai su que c'était Olivia. Le message était accompagné d'une photo. Olivia, menottée à une chaise, dans ce qui ressemblait à un entrepôt. L'éclairage froid, industriel. J'ai freiné brusquement sur le bas-côté. Mon cœur battait si fort que j'en avais mal à la poitrine. J'ai reçu un autre message. Rothwell veut ce que tu as. Ce soir, 21h, quai 17, Houston. Seul. J'ai fermé les yeux. C'était un piège. Mais si je n'y allais pas, Olivia mourrait. Et même si je doutais d'elle, elle m'avait donné cette clé. Elle ne méritait pas de finir ainsi. J'ai passé les heures suivantes à planifier. J'ai créé une sauvegarde des fichiers que j'ai envoyée à une adresse sécurisée, un ancien serveur encore actif de mon ex-entreprise. Si je disparaissais, tout serait rendu public automatiquement. C'était ma dernière assurance. À 21h-10, j'étais sur place. Un quai désert, odeur de métal et d'eau stagnante. Les lampadaires grésillaient. J'ai gardé la clé USB dans ma poche. Une voiture est arrivée. 3 hommes en sont sortis. Le premier portait un costume trop cher pour cet endroit. Je n'avais jamais vu son visage, mais je savais que c'était lui, Rothwell. Il a marché lentement vers moi. « Madame Whitmore, vous avez quelque chose qui m'appartient. Ce qui vous appartient, c'est un mandat d'arrêt. Pas une clé, ai-je répondu. Il a souri, sans émotion. Vous êtes courageuse, comme votre mari. Il croyait pouvoir me doubler. Vous croyez pouvoir me détruire. Derrière lui, un des hommes a ouvert la portière d'une camionnette. Olivia était là, vivante, mais bâillonnée. Rothwell a tendu la main. La clé, et elle repart libre. Je l'ai regardée dans les yeux. Vous savez que tout est déjà copié. Même si vous l'apprenez, vous ne pourrez pas tout effacer. Ce que je peux effacer, c'est vous. Je l'ai cru, mais j'avais prévu cette issue. Dans ma poche, un traceur GPS miniature. Dès que je l'avais allumé, l'adresse du quai avait été transmise à l'agence fédérale via un contact de Claire. J'ai lancé la clé vers lui. Il l'a attrapée. C'est bien, a-t-il soufflé. Puis, à peine 2 secondes plus tard, les gyrophares ont éclaté dans la nuit. Des voitures noires ont jailli des 2 côtés du quai. Les agents ont crié « FBI! Ne bougez plus !» Rothwell a reculé, furieux. Olivia a crié sous son bâillon. Le chaos. Des coups de feu. Des cris. Je me suis jetée derrière un conteneur, les mains sur la tête. Quand le silence est retombé, j'ai vu Rothwell menotter, la clé confisquée. Olivia sanglotait. Libre. Un agent m'a aidé à me relever. « Madame Whitmore ? C'est terminé. » Je n'ai rien répondu. J'étais vidée. Olivia s'est approchée lentement. Ses yeux pleuraient sans son. « Tu savais qu'il viendrait ? » « Oui, et si ça avait échoué ? » « Alors on serait mortes toutes les deux. » Elle m'a serrée dans ses bras. Ce n'était ni une réconciliation, ni un pardon. C'était juste le réflexe de 2 survivantes. Quelques heures plus tard, au poste, un agent m'a dit que Daniel avait plaidé coupable partiel. Il avait collaboré avant même son arrestation complète, donnant les premiers éléments contre Rothwell. Il avait essayé, à sa manière, de me protéger jusqu'au bout. J'ai compris alors que cette histoire n'avait jamais été une question d'argent. C'était une guerre de contrôle, d'identité, de pouvoir, et j'avais gagné, non pas parce que j'étais plus forte, mais parce que je refusais de me taire. Quand je suis sortie, le matin était clair. Le monde continuait, comme si rien ne s'était passé. Je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie après ça, mais je savais une chose. Plus jamais personne ne m'utiliserait comme un nom sur un papier. Je suis restée 2 jours sous protection fédérale, dans un motel sans enseigne au bord de la route. Les agents passaient toutes les 4 heures, me posaient les mêmes questions. Comment j'avais obtenu les fichiers, quand j'avais compris, qui m'avait aidé. Ils voulaient des détails. J'ai tout donné, sauf un nom. Olivia. Je ne l'ai pas dénoncée. Elle m'avait menti, trahi parfois, mais au final, elle avait risqué sa vie pour me donner cette clé. Ce genre de choses, ça ne s'efface pas. Daniel, lui, était en détention préventive. Son avocat avait tenté de me contacter, mais j'ai refusé. Je ne savais pas encore si je voulais l'entendre. Il avait détruit ma confiance, mais quelque part,
Une part de moi voulait comprendre ce qu'il avait essayé de faire avant la chute. Les médias s'étaient déchaînés. On m'appelait la mariée du blanchiment, l'épouse piège, la femme qui a fait tomber un empire. Les journalistes campèrent devant le tribunal, et chaque image de moi servait à nourrir une histoire différente, celle d'une manipulatrice ou celle d'une victime ingénieuse. Je ne répondais à rien. Le silence était ma dernière arme. Un matin, un agent est entré dans ma chambre avec une enveloppe. C'est de la prison de comté. Il insiste pour que vous la lisiez. Daniel. J'ai ouvert. Son écriture était nette, presque froide. Emma, tu crois que tu m'as détruit, mais la vérité est plus tordue. Rothwell n'était pas mon ennemi au départ. Il m'a sauvé une fois, il y a 20 ans, quand j'ai failli tout perdre. J'ai payé cette dette en me vendant à lui, contrat après contrat, jusqu'à ne plus avoir de sortie possible. Quand je t'ai rencontré, j'ai vu quelqu'un d'assez fort pour survivre à ce que j'allais provoquer. Je ne t'ai jamais épousé pour te blesser, mais parce que je savais qu'un jour, tout exploserait, et que toi seul saurais t'en sortir. Tu as réussi, et pour ce que ça vaut, je suis fière de toi. D. J'ai relu la lettre plusieurs fois. Il essayait de se racheter, même enfermé. Peut-être mentait-il encore. Peut-être pas. Mais je n'ai pas pleuré. J'étais trop fatiguée pour ça. La semaine suivante, Olivia a été placée sous surveillance protégée. Les agents l'ont interrogée pendant 10 heures. Elle a confirmé mes dires, puis a donné des preuves que je n'avais même pas vues, des virements codés, des noms de politiciens, des contrats jamais publiés. Elle a fini par tout lâcher. Le FBI a lancé officiellement l'opération Rothwell, une enquête qui allait secouer Washington pendant des années. Des arrestations en chaîne, des démissions soudaines, des fuites dans la presse. Je n'avais plus besoin de me cacher. Mais la liberté avait un goût étrange. J'ai quitté Houston discrètement, sans prévenir personne. J'ai changé de numéro, vendu la voiture, loué un petit appartement à Denver, sous mon nom de jeune fille, Emma Collins. Les premières semaines ont été silencieuses. Trop. Pas de menaces, pas de journalistes, pas de nouvelles d'Olivia. J'essayais de retrouver une vie normale, marcher le matin, faire les courses, lire sans penser à décrypter chaque ligne. Mais même dans la paix, je restais méfiante. Chaque bruit de moteur devant la fenêtre me faisait lever la tête. Un soir, une enveloppe a glissé sous ma porte. Pas de nom, pas de timbre. À l'intérieur, une simple clé USB. Encore une. Et un post-it. Dernier cadeau. Oh! Je l'ai inséré dans l'ordinateur, les mains tremblantes. Une seule vidéo, filmée avec un téléphone. Olivia, dans ce qui semblait être une salle d'interrogatoire, me regardait droit dans la caméra. Je sais que tu veux juste tourner la page. Mais tu dois savoir une chose. Roswell n'était pas le sommet. Il y a d'autres comptes, d'autres hommes. Ce réseau, c'était juste une branche. Si tu restes silencieuse, ils reconstruiront tout. Pas avec toi cette fois. Avec quelqu'un d'autre. Fais ce que tu veux de ça. Mais si tu peux encore te battre, ne t'arrête pas. La vidéo s'est terminée. Je suis restée immobile plusieurs minutes. J'avais rêvé de liberté. Et maintenant, je voyais une nouvelle chaîne se former. Je pouvais ignorer cet appel. Je pouvais enfin vivre. Mais tout en moi savait que ce n'était pas fini. J'ai pris mon téléphone. J'ai rouvert un ancien contact, un agent fédéral que j'avais croisé pendant l'enquête. Message, j'ai reçu quelque chose. On doit parler. Il a répondu presque aussitôt. J'envoie une équipe. On vous protège. Je n'ai pas dit non. Je savais qu'en acceptant, je replongeais dans le même enfer. Mais peut-être que c'était ma place finalement, là où les secrets se payent et où la vérité coûte trop cher. Quand j'ai éteint la lumière, je me suis surprise à sourire, faiblement. J'avais commencé cette histoire en voulant prouver que je n'étais pas une profiteuse. Et me voilà, des années plus tard, au cœur d'une guerre que je n'avais jamais cherchée. Cette fois, je ne me battrai pas pour l'amour, ni pour l'argent. Je me battrai pour qu'on arrête d'utiliser les gens comme des boucliers. Et s'il faut recommencer à zéro pour le faire, alors, je recommencerai.